Bonjour Alexandre, donc héliciculteur à Calas. Bienvenue déjà sur l'exploitation un petit peu particulière puisque l'élevage d'escargots en pays varois, on n'est que quelques irréductibles à être présents. Pardon. Ici, moi je fais l'élevage d'escargots, de petits gris, de gros gris, surtout d'Helix pomatia, le fameux escargot dit de Bourgogne qui est ma spécialité, et je vais gérer les intrants et sortant, donc tout ce qui va être semences, graines, maraîchères et la fourragère pour me permettre de les nourrir, et toute la partie engraissage, donc création et de compost, d'engrais liquides aussi, pour pouvoir accompagner justement cette croissance des plantes qui est la principale nourriture et la seule de mes escargots durant tout leur cycle de vie jusqu'à 12 à 14 mois pour les petits gris et les gros gris, où ils vont arriver à terme comestible tout simplement, et 24 mois par contre pour les pomatia qui sont eux bien plus demandants en matière de nourriture et bien plus sensibles à nos aléas climatiques, hygrométriques, température, sécheresse comme on peut l'avoir en ce moment. Moi je fais de l'agroforesterie, c'est-à-dire que j'élève un animal qui compose du coup le cheptel, qui a pour nécessité d'avoir de l'espace, d'avoir de la fourragère, d'avoir des éléments qui sont de manière présents en forêt, dans un biotope particulier, dans une conception de plusieurs éléments de la forêt où lui se sent le plus à l'aise. Donc moi mon travail c'est en gros un travail d'accompagnateur et de régulateur, c'est-à-dire que dans les parcs ou aux abords de la forêt, je vais, comme la nature l'aurait fait de elle-même, avec de grands vents, elle aurait fait tomber cet arbre-là parce qu'il est plus fragile, parce que les autres ont besoin de se développer et que lui ne pouvait pas pousser. Et moi, je vais lui permettre, je vais tenter du moins de lui faire gagner du temps, pour justement permettre à de l'asperge sauvage, à de la marjolaine, à de la salse pareille, à de l'églantier de mieux se développer, parce que lui va être de la nourriture ou pour le coup va abriter l'escargot pour lui permettre d'avoir moins de souffrance due aux chaleurs qui sont de plus en plus grandissantes et qui posent maintenant de vraies problématiques, notamment suite aux cours d'eau qui sont complètement à sec. Pour la gestion de l'eau, ici, dès le départ, ça a été un des éléments essentiels à prendre en compte, au-delà du fait qu'on ait de grosses problématiques aujourd'hui. Donc moi ici, j'ai déjà installé un gros système de brumisateurs professionnels, parce que les parcs, je suis à peu près à 200 mètres carrés, un peu plus de 200 mètres carrés par parc. Il faut savoir qu'en 1 heure de temps, entre midi et 2, la plupart du temps, je vais brumiser pour essayer d'apporter de l'hygrométrie. On va utiliser 5 litres d'eau, ce qui se rapporte à une demi-chasse d'eau ou quelque chose comme ça. Faire de la rétention au maximum les jours de pluie. Pour ma part, j'ai des cuves IBC, c'est des grandes cuves dans lesquelles on va incorporer 1000 litres d'eau qui sont répartis à des points stratégiques. On peut les remplir et à partir de là les récupérer. Ce qui va permettre d'être réinjecté une fois de plus dans les parcs lors d'éléments caniculaires. Maintenant, on tombe aussi là pour le coup sur une grosse problématique, c'est les jours de pluie qui n'ont pas été présents depuis le début de l'année. Donc là, à l'heure actuelle, sur 5 cuves, j'en ai plus qu'une. Pour attaquer un été, c'est impossible. Donc j'ai la chance, mais bien évidemment, comme tout agriculteur qui a un cheptel d'animaux, d'être accordé à l'eau. Il y a une gestion compliquée qui va s'opérer lorsqu'il faut arroser avec de l'eau potable, de l'eau de la Sorre. Il faut surtout pas arroser ces plantes avec ce type d'eau directement, déjà dans un premier temps, parce qu'elle contient du chlore, des adjuvants. Cette eau-là, elle n'est pas faite du tout pour le maraîchage. Tous ces adjuvants, voilà, une fois de plus, il faut les faire décanter, donc les faire respirer en 48 heures, hein, c'est des choses qui passent, et ensuite on va pouvoir utiliser son eau. Ces choses-là, il y a des gens depuis bien longtemps qui ont bossé dessus, qui n'ont pas forcément été mis au grand jour, qu'on parle d'ailleurs de Louis de Funès, qui était un des précurseurs dans la création de lasagnes, par exemple, avoir du bois qui va être rétenseur à l'intérieur, et grâce à tous ces éléments, du coup, comme le paillage, qui est quelque chose
vraiment de basique, mais d'essentiel sur n'importe quel plan. Vous prenez la température de la paille en pleine canicule, vous allez être à 20, 22, voire 19 au mieux. Sans paille, vous allez monter à 24, 27. Votre pied de tomate, à un moment donné, forcément, il en souffre. Et il en souffre d'autant plus pourquoi? Parce qu'il n'a pas été adapté à ça. Et là, vous avez des personnes, moi par exemple, je travaille avec Pascal Pout, le potager de santé, du côté d'Olmet à côté de l'Odève, qui, depuis 40 ans, développe ces graines-là et lui leur apprend à justement être résistante à des maladies, mais principalement à la sécheresse qui nous intéresse aujourd'hui. Lorsqu'on fait une planche maraîchère et qu'on va utiliser 1 litre d'eau pour arroser sa tomate, cette même planche, elle pourrait avoir du compagnonnage, par exemple, de la Cosmos Sensation, de l'haricot, qui va être un mainteneur d'azote, planté dans le même linéaire, exactement sans utiliser un décilitre d'eau en plus. Et à partir de là, votre planche, vous avez 3 éléments, avec toujours votre seul et même litre d'eau. Au-delà de ça, maintenant, il faut être conscient qu'on est parti plus sur de la quantité, sur des espérances productives, alors qu'on a omis la qualité. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on est plusieurs à passer nos tomates en laboratoire. Donc là, on va tomber dans de la véracité et on va pouvoir comparer 2 tomates rouges, complètement identiques, mais qu'est-ce qu'elles ont de différence? Et en fait, on voit que 100 grammes d'une tomate va avoir 10 fois plus de polyphénol, 10 fois plus d'éléments nutritifs dans sa conception qu'une tomate industrielle. Et pour y arriver, pour vous donner une comparaison, 10 fois, donc 100 grammes, on va être à 1 kg de tomates. Déjà, personnellement, je préfère manger juste une petite tomate très bonne avec du goût, du peps, plutôt que m'enfiler 1 kilo de tomates où on va pas savoir comment faire. Et deuxièmement, on revient à la problématique de l'eau, parce que ce kilo de tomates a demandé bien plus d'eau pour arriver à sa finalité et à sa fructification, alors que nos 100 grammes de tomates qui, énergétiquement parlant, est autant présente que ce kilo, elle va prendre peut-être pas 10 fois moins d'eau, bien évidemment, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça va dépendre des saisons, mais quoi qu'il arrive, elle ne sera jamais dans les mêmes terminaisons que celle-ci. Cette année est extrêmement compliquée, due, on le voit, hein, à la sécheresse, à l'épisode caniculaire qui fait que commencer, hein, qu'on soit bien d'accord. D'autant plus, nous, dans le Var, on a une fâcheuse tendance à pouvoir profiter de cet été indien. Donc, on a encore pas mal de mois compliqués qui nous attendent. Pour ma part, c'est la mortalité. Là, déjà, maintenant, le constat, sur un de mes parcs, il est au bas mot à 10 000 escargots morts. On est dépendant des éléments extérieurs et l'hygrométrie, c'est elle qui est maîtresse et c'est ce que la nature décide. Et lorsqu'on tourne à 18-20, l'escargot, au bout d'un moment, il sèche directement à l'intérieur. Vous voyez, hein, l'espace forestier auquel je prends excessivement soin pour justement leur permettre d'avoir l'ombrage, d'avoir l'hygrométrie nécessaire, d'avoir des températures. Les parcs sont conditionnés aussi, sont modélisés avec certains éléments de bois, de pierre et de plantes pour pouvoir avoir un maximum d'humidité. On ne fait pas de miracle. Les prévisions pour la fin d'année en termes de récolte, là, avec ce qui vient de se passer, il y a un bon 45% qui est en train d'être enlevé des perspectives de récolte. Si la mortalité est trop présente, on garde nos reproducteurs pour justement espérer l'année suivante que les éléments soient plus adéquats. Et surtout, nous, de notre côté, on va prévoir aussi une autre manière de cultiver, une autre façon plus poussée de faire des parcs, de nous documenter pour justement réduire au maximum cet impact de chaleur et du coup la consommation en eau. Une chose importante pour le développement du maraîchage, pour donner quelques trucs et astuces qui sont essentiels, comme le paillage, la création de buttes, mais aussi l'arrosage. Très important, n'arrosez pas directement avec l'eau potable, laissez-la décanter, parce qu'elle a du chlore, elle a des adjuvants pour la rendre potable, qui vont brûler les racines. D'autant plus que la plupart du temps, on va arroser le soir, donc sur un sol chaud, avec de l'eau froide.
Une fois de plus, on fait en fait un choc thermique. Voilà, comme nous, on peut en faire un lorsque on reste en plein soleil et qu'on saute dans l'eau directement. Voilà, on va prendre le temps d'avoir la température. Et c'est la même punition pour les plantes. Donc soit de faire dans un tonneau d'eau et puis ou dans l'arrosoir de 10-12 litres, le laisser de côté pendant les 24 heures, pendant la journée. Déjà dans un premier temps, ça fait une bonne chose. Le mieux c'est 48 à 72 heures et le mieux, comme lorsque je fais dans les QVBC de 1000 litres, d'avoir simplement une petite pompe à l'intérieur avec un panneau solaire, pas forcément que ça tourne vite, mais du coup en 24 heures, vous êtes sûr d'avoir tout évacué. Et du coup, votre eau, si elle n'est pas arrivée à température, on va dire, arroser le matin. Parce que du coup, toute l'évaporation, grâce à votre paillage, grâce à votre butte, ne va pas se créer. Elle va rester à l'intérieur, elle va profiter de la rétention créée par ces éléments-là, et vous allez voir que vous allez moins arroser. Faire une butte, ça va être de monter une hauteur sur sa ligne de plantation. Vous allez mettre des feuilles mortes, mettre un petit peu de terre, en fait recréer ce que fait la forêt au niveau des 4 saisons. Elle permet aussi de créer une bulle d'hygrométrie, une bulle de rétention d'eau et de garder ces éléments-là. Donc lorsque vous allez arroser, on va avoir voilà ce tassement et ces éléments-là vont permettre de créer le pack de système racinaire essentiel à la plante pour se solidifier. Même si moi je fais du maraîchage sans eau comme beaucoup, il faut être conscient que comme un bébé lorsqu'il naît, on va lui donner son lait. Même punition pour les plantes. À sa naissance, au début de son accroissement, tant qu'elle n'est pas suffisamment développée, je parle pas de faire quelque chose qui fasse 60-80 cm de haut, mais déjà sur un beau pied bien vert Amazon, bien nourri d'une 20-30 cm, vous le plantez, votre draille d'eau, elle va être forcément imbibée à ce moment-là. Donc moi par exemple, là pour le coup, je vais planter mes drailles que lorsqu'il pleut. Et ensuite, vous recouvrez, vous faites votre paillage, et là déjà, vous avez une plante auquel vous leur avez fourni au moins 100% des capacités pour y arriver. Elle y arrivera pas. Faut pas oublier une fois de plus qu'on est là pour de la qualité et pas pour de la quantité. Vaut mieux avoir 3 tomates que 1 kilo, mais 3 tomates qui ont du peps, qui ont du goût, qui ont de l'énergie. En tant qu'agroforestier, on est au cœur constamment, comme son nom l'indique, de la forêt. Et là, l'évolution pour Calas, pour la forêt varoise, habituellement à cette période, on a de très belles belles de lion, les fameuses fleurs aux roses ici, qui sont typiques de nos forêts, du thym, où on a l'avantage en plus d'avoir un IGP qui vient de passer la fleur, donc qui est encore suffisamment beau. La marjolaine, qui en général déjà fait un bon 40 cm de hauteur et est en train de proposer ses graines. Là par exemple pour ces 3 plantes, on est quasiment tout cramé. Et pour que le thym souffre, ça montre que la vie à l'heure actuelle en forêt a une souffrance encore plus intense parce que tout ce qui se passe dans les cavités souterraines qui auparavant leur permet une alimentation n'est pas présent à l'heure actuelle. Ces éléments, ils doivent envoyer les racines à 10 mètres, à 20-30 mètres pour certains, et on voit qu'ils souffrent. Là, au-delà du consortium de se dire, ben voilà, va y avoir des feux de forêt parce que c'est sec. Là, la grosse problématique, elle est que les arbres, eux, vont mourir petit à petit. Et au-delà de la sécheresse, on va rajouter des éléments au fur et à mesure du temps là que les mois passent, des éléments justement qui peuvent encore une fois de plus attiser le feu, mais des éléments aussi qui vont du coup être perdus par le biotope forestier et qui ne sera plus là pour justement alimenter les autres éléments. Il faut savoir que sous nos pieds, il y a ce qu'on appelle le système mycorrhizéen. C'est des racines grandes, petites, encore des petites, etc. C'est un grand réseau de télécommunications pour la forêt. Pour ma part, lorsque j'arrose un citronnier sur les 5 mètres aux alentours de diamètre, les éléments que j'ai disposés dessus sont arrosés par le système racinaire du citronnier qui va fournir et distribuer justement l'eau
les nutriments, les éléments. Vous voyez clairement, là cette année, la différence par rapport à l'année dernière. Vous avez mon citronnier, vous avez le périmètre de plantation autour qui arrive et qui est là. Autour, on est brûlé. Comme ce qu'on peut voir un peu tout autour, hein, de la roncière à mûre, de la roncière classique, de la salse pareil, des églantiers qui poussent pas. Alors que eux sont capables, même de manière foliaire, récupérer l'eau présente pour pouvoir se développer. Là, à l'heure actuelle, on en revient à l'humidité de 18-20% qui m'a causé une mortalité complètement folle ces derniers temps.